textile. Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 h, bienvenue à vous dans cette édition de la soirée, au sommaire de l'actualité de ce jeudi 30 novembre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale cet après-midi, à l'issue donc de sa participation au 5e sommet Afrique-Union Européenne à Abidjan, la capitale ivoirienne. Et la République de Djibouti, à l'instar du reste du monde musulman, a célébré donc hier soir la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Et les États-Unis donc indiquent qu'en cas de guerre, ils détruiront complètement la Corée du Nord. Et tous ces points vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné cet après-midi la capitale après avoir participé au 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne qui s'est tenu à Abidjan, la capitale ivoirienne, hier et aujourd'hui. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président donc de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, les membres du gouvernement, par les hautes autorités civiles et militaires du pays, ainsi que par le secrétaire général de la primature. Rappelons que le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne avait pour thème principal cette année investir dans la jeunesse pour un avenir durable, et le chef de l'État donc a participé à ce sommet aux côtés de ses pairs africains, le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil ont accompagné donc le président de la République dans le cadre de ce déplacement. Et le 5e sommet Europe-Afrique s'est achevé donc aujourd'hui à Abidjan sur l'engagement fort des dirigeants des deux continents à lutter contre le drame de l'immigration clandestine et de ses dérives comme les marchés d'esclaves en Libye. Une action humanitaire doit être menée rapidement en Libye, les réseaux de passeurs doivent être mis hors d'état de nuire et une enquête internationale doit être menée, a déclaré le président ivoirien Alassane Ouattara lors de la séance de clôture. Plus de 700 millions d'Africains en moins de 25 ans, soit 60% de la population du continent, des centaines de milliers de jeunes désespérés par le chômage, la pauvreté et l'absence de perspectives dans leur pays, en dépit de taux de croissance enviables pour certains d'entre eux, tentent d'émigrer vers l'Europe chaque année. Conscients donc de la nécessité d'agir sur le long terme pour donner un avenir à la jeunesse africaine, les dirigeants africains et européens ont convenu au sommet d'intensifier les efforts pour leur offrir une éducation de qualité, a déclaré en outre le président Ouattara, avec un effort particulier sur l'éducation des filles, les technologies et le numérique. Il a aussi appelé à accroître les investissements pour accélérer la croissance économique afin d'offrir des emplois à la jeunesse. L'Union européenne affiche son soutien au G5 Sahel, Mali, Niger, Mauritanie, Burkina Faso et Tchad, qui s'offrent de mettre en place une force anti-djihadiste dans cette région, mais le financement de cette force est encore largement insuffisant. Seule la moitié de son budget a été réuni, bien qu'il ait été divisé par deux à 240 millions d'euros. Une réunion internationale aura lieu le 13 décembre prochain à Paris pour accélérer le déploiement de la politique de la force multinationale, a indiqué l'Élysée donc aujourd'hui, réunion à laquelle seront conviés les partenaires clés de la force conjointe de l'Union européenne, des Nations Unies et de l'Union africaine. Et lors de ce sommet, notre équipe sur place a eu l'occasion d'interviewer le chef de l'État français, Emmanuel Macron, qui était donc en tournée dans l'Afrique de l'Ouest, tournée donc qui s'est achevée aujourd'hui par le Ghana. Il s'est exprimé au micro de notre correspondant à Abidjan, Ali Abdillahi. Regardez. Et je pense qu'aujourd'hui, le message que nous voulons envoyer, c'est un message qui consiste à dire qu'il ne faut pas que les investisseurs internationaux commettent les mêmes erreurs que par le passé. On doit écouter la jeunesse africaine pour savoir où elle veut aller et investir avec elle et pour elle. C'est ça ce qui sera le moteur de la France et de l'Europe. Merci. Également dans l'actualité, la célébration de Mouloud an-Nabi, ou la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, a été célébrée sur tout le territoire national hier soir. Des soirées donc de prêche, d'incantation et de prières pour tous les fidèles musulmans djiboutiens. Et célébrations similaires également dans la commune de Razdika pour commémorer la célébration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui.
Et comme dans le reste de la capitale, les habitants des quartiers Hayablé dans la commune de Balbala ont organisé également une cérémonie religieuse à l'honneur donc de la commémoration de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Cette cérémonie s'est déroulée dans le siège donc RPP de Hayablé et a été animée par l'imam de la grande mosquée de ce quartier et a vu la participation de tous les responsables annexes du parti RPP de Hayablé ainsi que du parlementaire Nour Warsama Mirrey. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يغسف الله فنشلها متبسما فخرج من ثغر النور لحق بالسماء فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها فلما رجعوا الشباب شقفنا. Et enfin, comme dans le reste de la République et de Djibouti, les habitants de la cité Gachamalé ont également organisé une soirée similaire, soirée religieuse donc, qui a été animée par Cheikh Dandaoui et qui a vu la participation du député Mohamed Ali Foulié. Cette manifestation religieuse, en l'honneur de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, a vu aussi la participation de toute la population des quartiers 7 bis et Gachamalé. Et à ce même titre donc, de la capitale, les habitants du quartier 6 ont également organisé une cérémonie de manifestation donc similaire. Et pour commémorer cette journée comme il se doit, donc une grande cérémonie a eu lieu donc hier matin au Palais du Peuple pour célébrer donc le Mouloud an-Nabi, la fête nationale donc commémorant la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Cette grande manifestation était placée donc sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a célébré donc hier la fête de Mouloud an-Nabi en collaboration avec la Ligue des Ulama de Djibouti au Palais du Peuple. L'événement donc a regroupé sur place, outre le ministre des Affaires musulmanes, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en présence notamment du secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique. Le ministre des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, a pris la parole donc pour présenter ses meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité et a lancé un appel à toute la population djiboutienne à l'unité nationale pour préserver la paix dans notre pays. Rappelant donc qu'il incombe à tout musulman et à toute créature de se réjouir de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, car il est une miséricorde pour les univers. En nouvelle nationale toujours, le lycée français de Djibouti, le lycée Joseph Kessel, a organisé mardi dernier une compétition scolaire intitulée Trophée Hérodote, et ce dans le cadre des grands concours scolaires parrainés par le ministère de l'Éducation nationale. Cette mini-compétition donc, qui s'est déroulée dans la salle bibliothèque du lycée français de Djibouti, a impliqué plusieurs établissements scolaires. Outre l'établissement organisateur, ce sont les collèges de Boulaos, de la Palmeraie, de Charles de Foucault et d'Ambouli, ainsi que l'école de la Nativité qui ont concouru à la première partie de ce concours. À noter que le concours a porté sur des thèmes inscrits au programme d'histoire, de géographie et d'éducation civique et morale, ainsi que des quiz et des questions vraies ou faux. Et au terme d'un premier round très disputé, ce sont les collèges d'Ambouli et de Charles de Foucault qui se sont retrouvés en finale avant une brillante victoire du collège d'Ambouli qui a remporté la mise sur un score de 100 points à 70. Le ministre de l'Éducation nationale, donc Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu hier dans son cabinet la délégation des élèves de l'équipe du collège d'Ambouli qui a remporté le concours scolaire Trophée Hérodote organisé donc mardi après-midi par le lycée Joseph Kessel, et ce dans le cadre des grands concours scolaires parrainés par le MENFOP. Le ministre a fait honneur à ses brillants élèves et rendu hommage au principal du collège d'Ambouli ainsi qu'à son équipe pédagogique. L'occasion pour le ministre également de féliciter le groupe de collégiens pour leur formidable prestation lors de cette compétition qui s'est déroulée dans la salle bibliothèque du lycée français de Djibouti. Rappelant également que cette formidable victoire est l'œuvre des nombreux et brillants élèves issus de nos écoles publiques qui s'étaient déjà illustrés en raflant la mise l'année dernière lors de la première édition des grands concours scolaires impliquant l'ensemble des établissements scolaires publics et privés confondus.
des autres établissements. C'était une très belle rencontre et une rencontre autour du savoir. Eh bien, non seulement ils ont acquis des connaissances, mais ils se sont amusés. Donc c'est apprendre en s'amusant. C'était quelque chose qui nous honore et qui était aussi un beau spectacle finalement. Voilà. Et encore une fois, le collège Zamboli a gagné avec une détermination qui a été vraiment préparée avec toute l'équipe pédagogique et l'équipe administrative. J'ai dit bravo aux élèves. Et vous représentez quel établissement? Le lycée français de Dieu. Vous êtes arrivé en finale? Non, malheureusement. On a fini 3e. Et comment vous expliquez cet échec? C'est sur une question, c'était la question du boycott, fallait dire ce que c'est, on n'a pas trop su. Vous êtes conscient pour l'avenir, pour d'autres concours comme ça? Bah oui, on espère, hein, l'année prochaine. La cérémonie du 84e anniversaire de l'empereur du Japon, qui est aussi une fête nationale au Japon, a été donc célébrée en grande pompe hier soir au Djibouti Palace Kempinski. L'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, a accueilli donc les officiels, dont le ministre de l'énergie, l'ancien premier ministre d'Iléta, également l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ahmed Araita, des parlementaires, des hauts représentants de l'État djiboutien, des représentants des régions, étaient également invités à la cérémonie. Les officiers supérieurs djiboutiens, dont le général Tahir Mohamed Ali, plusieurs chefs de corps, des représentants du corps diplomatique accrédités à Djibouti, des institutions internationales qui ont participé donc à cette cérémonie haute en couleurs. Les membres de l'association Djibouti-Japon ont pris part donc à la soirée organisée par l'ambassade du Japon. Et la cérémonie d'anniversaire de l'empereur qui se déroule donc partout au Japon et dans les chancelleries japonaises à l'étranger. Les hymnes nationaux donc djiboutiens et japonais ont résonné dans la grande salle du Djibouti Palace Kempinski à cette occasion. L'ambassadeur du Japon à Djibouti a pris la parole pour mettre en valeur le développement de la coopération entre le Japon et Djibouti. De remercier le gouvernement de Djibouti et d'autres amis qui sont ici présents pour leur soutien continu à notre ambassade au cours de cette année 2017. Cette année, nous avons constaté la multiplication des échanges bilatéraux qui témoignent du lien fort entre nos deux pays. On a assisté, par exemple, 2 visites de ministres délégués et 2 visites de vice-ministres parlementaires de la part du Japon. Et sur le plan économique et commercial aussi, on a multiplié les visites mutuelles pour promouvoir les relations économiques. Autre nouvelle du pays, le ministre de l'énergie Younis Ali Gedi est en visite de travail dans la localité de As'ila, dans la région de Dikil, et lors de ce déplacement, il était accompagné notamment du ministre de l'équipement et de transport, Mohamed Abdelghadir Moussa Heleb, natif de la région, ainsi que d'une forte délégation du ministère de l'énergie. Cette visite donc pour superviser les travaux d'installation de la nouvelle centrale solaire qui alimente en électricité et dont la première pierre a été posée par le Premier ministre le 23 septembre 2016. Au cours de cette visite, le ministre de l'énergie a visité les différentes structures de la centrale solaire, notamment les panneaux solaires, la salle de contrôle, la salle d'accumulation et de distribution de l'énergie solaire, ainsi que la salle où sont posées les batteries qui conservent l'énergie. Et en dernier lieu, le ministre de l'énergie s'est entretenu avec les techniciens de la société en charge des travaux pour s'enquérir de l'avancée des travaux et du fonctionnement de la centrale solaire qui va alimenter le village de As'ila. Et après la visite d'inspection, le ministre de l'énergie également chargé des ressources naturelles, accompagné du ministre de l'économie et des transports natif de la région de Dikil, Mohamed Abdelghadir Moussa Helem, ainsi que du préfet de la région, Mohamed Chekho, et le président du conseil régional s'est entretenu avec les chefs coutumiers de la localité de As'ila pour exposer notamment l'objectif de sa visite et s'enquérir des doléances des chefs coutumiers et des représentants de la société civile de ce village du sud du pays.
Et prenant la parole, le ministre des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a indiqué donc qu'il est intervenu devant l'assistance à Assaïla pour transmettre en premier les salutations du chef de l'État et de la première dame. Je suis venu, a-t-il dit, avec mon collègue de l'énergie pour visiter la centrale solaire de Assaïla que la population attendait depuis longtemps. Cette centrale a été inaugurée par le Premier ministre il y a quelques mois de cela et sera d'une grande utilité pour la population. La mise en place des centrales solaires a été initiée par le président de la République pour répondre notamment aux besoins en énergie dans les régions, à l'instar de Ali Adé, Adaïlou et maintenant à Assaïla. Nous allons éviter donc les erreurs du passé pour bien gérer l'exploitation de la centrale solaire avec la participation des autorités régionales et de la population locale. Nous savons, a-t-il poursuivi, le manque d'énergie à Assaïla a été très dommageable pour le développement. Le ministre a demandé à la population qu'il connaît bien donc de s'approprier cet outil destiné à améliorer les conditions de vie et le mode de vie des habitants de ce secteur. Et après l'énergie, le ministre a ajouté donc que bientôt Assaïla sera connecté au réseau téléphonique. Et pour sa part, le ministre de l'Énergie, qui conduisait donc cette délégation, a remercié la population de Assaïla pour l'accueil chaleureux. Je suis venu, a-t-il dit, avec mon collègue de transport pour discuter avec la population de Assaïla de la gestion de la centrale solaire qui alimente en énergie le village. La centrale donc est opérationnelle maintenant. Nous allons ensemble, avec la population de Assaïla, trouver donc les moyens d'exploiter cette centrale. Les activités commerciales seront améliorées grâce à la disponibilité de l'énergie et les élèves pourront apprendre des leçons le soir avec de la lumière dans leur foyer. Le ministre de l'Énergie a exhorté la population à préserver donc, et à entretenir cette centrale solaire car l'énergie est à la base de tout développement, surtout dans les localités les plus reculées du pays. Nous avons aussi installé des centrales solaires à Ali Adé et à Adaïlou. Le ministre de l'Énergie et le gouvernement donc vont vous appuyer pour la gestion de cette centrale, a conclu le ministre de l'Énergie. La secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, participe à la conférence sur l'insertion des paramètres sociaux au plan de développement durable 2030 dans les politiques sociales des pays arabes qui s'est tenue donc du 27 au 29 novembre à Tunis, en Tunisie. Il s'agit d'une conférence permettant de présenter les différentes stratégies des pays arabes et démontrer comment ces stratégies peuvent participer au développement durable 2030. Djibouti a mis en avant donc les actions stratégiques nationale de protection sociale 2018-2022 orientée vers la protection sociale, le développement social et l'accompagnement des familles vulnérables. Une mention particulière a été réservée aux personnes handicapées et les personnes âgées en identifiant les actions particulières à prévoir dans les plans de développement durable. La secrétaire d'État aux affaires sociales a insisté sur l'importance d'orienter nos stratégies nationales vers la construction et la consolidation du capital humain et l'inclusion des catégories vulnérables dans la dynamique du développement. Dans le reste de l'actualité nationale, la salle de réunion de l'hôtel Acacia a abrité donc hier les travaux de la 3e réunion du réseau national de la foi pour la lutte contre l'excision féminine à Djibouti, connue sous le nom de Chamirat, fondée en novembre 2016. Cette réunion a été organisée par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf en étroite collaboration avec le FNUAP. La cérémonie d'ouverture de cette réunion a vu la participation de la chargée du programme genre auprès du FNUAP, Abine Abdelkader, et de la chef de service des programmes au ministère des Affaires musulmanes, Zainab Moussa, ainsi que du vice-président du réseau et les membres du réseau qui sont venus de Djibouti-Ville et des régions de l'intérieur. L'ordre du jour de cette 3e réunion portait donc sur l'adoption du plan de travail du réseau en 2018 et l'évaluation des résultats. 2018 et nous sommes aujourd'hui réunis ici pour mettre en avant ce qui a été décidé au niveau régional et nous venons actuellement essayer d'avoir un consensus sur le plan d'action 2018 avec le réseau national de Djibouti, Chamirat. Et de là, nous passons à l'actualité africaine et internationale avec Fardous. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Donc, lors du 5e sommet Europe-Afrique qui s'est clôturé donc aujourd'hui et qui s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'esclavage en Libye donc était au centre des débats. Le sommet Europe-Afrique prend des mesures d'urgence, Fardous. Effectivement, donc Ahmed, le sommet donc qui s'est clôturé aujourd'hui a débouché hier sur une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage des migrants en Libye, devenu
un des thèmes centraux des débats. Après le scandale international né de la diffusion d'images de marché aux esclaves en Libye, l'immigration s'est imposée comme le thème majeur du sommet qui réunit 80 chefs d'État de gouvernement ainsi que 5000 délégués à Abidjan. Une commission d'enquête de l'Union africaine va être mise en place sur le sujet. C'est ce qu'a révélé Emmanuel Macron, soulignant qu'une communication volontariste à destination de la jeunesse était nécessaire pour décourager ceux qui ont cédé aux sirènes des passeurs. 60% de la population africaine a moins de 25 ans et les centaines de milliers de jeunes désespérés par le chômage, la pauvreté et l'absence de perspectives dans leur pays, en dépit des taux de croissance enviables. Pour certains d'entre eux, tentent donc d'émigrer vers l'Europe chaque année. Mais Fardous, la question de la sécurité a été aussi abordée au moment où l'Afrique de l'Ouest, en particulier, connaît une montée en puissance des groupes djihadistes, en partie liés à la désespérance de la jeunesse africaine. Fardous. Effectivement, donc Ahmed, l'Union européenne affiche son soutien au Sahel, donc composé du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Tchad, qui s'efforcent de mettre en place une force anti-djihadiste dans cette région. Mais le financement de cette force est encore largement insuffisant. Une seule la moitié de son budget a été réunie, bien qu'il ait été divisé par 2 à 240 millions d'euros. Également dans l'actualité, Fardous, donc les États-Unis menacent de détruire complètement le régime nord-coréen en cas de guerre, et c'est après le dernier tir de missile intercontinental d'une portée inédite. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, donc a déclaré la Corée du Nord puissance nucléaire, et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence. Fardous. Effectivement, donc pour l'ambassadrice américaine, Pyongyang a choisi l'agression. Elle a appelé tous les pays à couper leurs liens avec les relations diplomatiques, commerciales, militaires, scientifiques et techniques avec la Corée du Nord, en plus d'appliquer toutes les sanctions onusiennes. Washington a exhorté la Chine notamment à cesser toute livraison de pétrole à Kim Jong-un. Moscou reconnaît la provocation nord-coréenne, dit ne pouvoir accepter un statut nucléaire pour la Corée du Nord, mais affirme qu'il n'y a pas de solution militaire à cette crise. Mais ce n'est pas la première fois, Fardous, donc, que le Conseil de sécurité des Nations Unies sanctionne la Corée du Nord. Non, Ahmed, donc il en est à 8 trains de sanctions contre Pyongyang pour contraindre ce pays à suspendre ses programmes d'armement balistique et nucléaire jugés menaçants pour le monde. Les 2 derniers ont été adoptés par les tirs de missiles intercontinentaux et un 6e essai nucléaire. Le 5 août dernier, l'ONU a interdit les importations de charbon de fer de pêche nord-coréenne. Le 11 septembre dernier, elle a interdit les importations de textiles, de monter les entreprises communes avec les intérêts nord-coréennes et limiter l'approvisionnement de Pyongyang en pétrole. A noter que le 5 octobre, se fondant sur la résolution du 5 août, l'ONU avait identifié 4 navires soupçonnés d'avoir transgressé ces interdits. Elle les a interdits de port dans le monde entier. C'était une première dans l'histoire de l'ONU. Merci Fardous pour toutes ces explications. Et pour clore cette édition, toujours pas de nouvelles des 44 membres d'équipage du San Juan, disparus il y a pratiquement une semaine. Il y a maintenant 13 jours donc, que les opérations de secours sont menées et la marine argentine continue les recherches. Le San Juan ne disposait que de 7 jours d'oxygène. Les navires et les avions de 15 pays continuent leur opération pour détecter le sous-marin. Ils se concentrent dans une zone de 36 km de rayon autour du point où est survenue l'explosion qui semble avoir envoyé le sous-marin par le fond. Où se trouve maintenant le sous-marin de la marine argentine Ara San Juan? Ce bâtiment et ses 44 membres d'équipage sont portés disparus depuis le 15 novembre dans l'Atlantique Sud. Les recherches se poursuivent sans aucune piste précise. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.